Je voudrais commencer par une disproportion, car c'est ce qui me pose problème. 1946. La Seconde Guerre mondiale vient de se terminer. L'Europe est en ruine. Le budget militaire américain vient de subir des coupes drastiques, les plus importantes de l'histoire moderne. Le Congrès souhaitait la paix, la reconstruction et surtout consacrer des fonds à autre chose qu'à de nouvelles expéditions. Et c'est à ce moment précis que le gouvernement américain décide de lancer la plus grande expédition navale de l'histoire de l'Antarctique. 13 navires, 33 avions, 700 hommes, un porte-avions, des sous-marins, des brise-glaces. Objectif officiel? Cartographier l'Antarctique. Recherche scientifique. Une expédition de routine d'après-guerre. J'ai accepté cette idée pendant des années, jusqu'à ce que je découvre un fait qu'elle ne prend pas en compte. L'expédition devait durer de 6 à 8 mois. Elle a été interrompue après environ 2 mois. Aucune explication officielle n'a été fournie. Aucune conférence de presse. Aucun rapport final publié. Le commandant, l'amiral Richard Byrd, le plus célèbre explorateur polaire de l'histoire américaine, décoré de la médaille du Congrès, a accordé une unique interview sur le chemin du retour. Non pas à un média américain, mais à un journal chilien, El Mercurio, mars 1947. Il a dit dans cette interview des choses que son gouvernement, de toute évidence, n'attendait pas. Puis il s'est tu, jusqu'à sa mort en 1957. Pas un mot public sur l'opération High Jump. Je veux parler de ses déclarations, des raisons pour lesquelles il a fallu 13 navires pour mener l'enquête, et du silence total qui a suivi pour étouffer l'affaire. Avant d'aborder les événements de 1946, il est essentiel de comprendre qui le gouvernement a dépêché sur place. Richard Evelyn Byrd n'était pas un aventurier, ni un passionné. C'est pourtant l'homme qui a survolé le pôle Nord en 1926, le pôle Sud en 1929 et qui a réalisé le premier vol transantarctique au-dessus de l'intérieur du continent. En 1934, il passa l'hiver seul dans une station de recherche isolée appelée Bowling Advanced Base, par des températures inférieures à moins 60 degrés Celsius, dans des conditions qui faillirent lui coûter la vie par intoxication au monoxyde de carbone. Lorsqu'il fut secouru, il était resté là 5 mois. Ce n'était pas un échec. C'était un record inédit et il a fallu déployer tous les moyens pour le sauver, car vivant, il avait plus de valeur. Cet homme jouissait d'une réputation irréprochable, d'un statut de héros national et de la confiance personnelle de 4 présidents successifs. Quand une telle personne s'exprime publiquement, ce n'est pas un effondrement. Il ne s'agit pas d'une exagération journalistique, mais d'un témoignage. C'est précisément pourquoi ces propos de mars 1947 sont si difficiles à intégrer à la version officielle des événements. La version où tout s'est bien passé, où chacun est rentré comme prévu et où la cartographie n'était qu'une simple cartographie. El Mercurio, 5 mars 1947. Byrd accorde une interview à Lee Van Atta, correspondant américain de l'International News Service, qui avait suivi l'expédition et a rédigé l'article pour la presse chilienne lors de son voyage de retour à Santiago. L'interview existe toujours. Elle a été traduite. Elle a été vérifiée par plusieurs chercheurs indépendants. Dans ce document, Byrd affirme que les États-Unis doivent prendre des mesures de protection contre une éventuelle attaque en provenance des régions polaires. Il explique qu'en cas de nouveau conflit, un ennemi pourrait frapper depuis les pôles, rapidement, sans avertissement, par des voies non couvertes par les défenses américaines. Il ajoute qu'il croit personnellement que cette menace est réelle. Et sa conviction ne repose pas sur des rapports de renseignement, mais sur ce qu'il a vu de ses propres yeux lors de l'expédition. Ce sont les mots d'un amiral de l'US Navy, non d'un marin anonyme, ni d'un récit autobiographique écrit 30 ans plus tard. Une interview en direct, réalisée quelques semaines après l'interruption prématurée de l'expédition. Je n'ajoute rien à ces propos, je pose simplement une question. Qu'a-t-il vu exactement durant ces 2 mois pour qu'un homme aussi prudent et important que lui puisse tenir de tels propos à haute voix, publiquement, dans un journal étranger, sans l'aval de sa hiérarchie? Mais revenons-en aux chiffres.
car lorsqu'on examine attentivement la composition de l'expédition, la version officielle ne se contente pas de montrer des signes de faiblesse. Elle s'effondre. Prenons au sérieux l'objectif déclaré. Pour réaliser une cartographie aérienne en 1946, il fallait des avions équipés de caméras, quelques navires de soutien et une équipe scientifique. Cela représentait une expédition de 3 à 400 personnes tout au plus. L'USS Philippine Sea, un porte-avions d'un déplacement d'environ 27 000 n'était pas un navire de cartographie. Les sous-marins ne sont pas des navires de cartographie. Les navires d'assaut transportant des fantassins de marine ne sont pas des navires de cartographie. L'opération entière a été menée non pas par un organisme scientifique, ni par l'Institut d'études géologiques des États-Unis, USGS, ni par la National Geographic Society, mais par le commandement des forces opérationnelles navales, Naval Operating Forces Command, le même commandement qui avait passé les 4 années précédentes à planifier les opérations de Midway, Guadalcanal et Iwo Jima. Ce commandement ne s'occupait pas de cartographie. Il planifiait des opérations contre de véritables adversaires dans des environnements réels. Alors, lorsqu'il a organisé la plus grande expédition polaire de l'histoire, à quoi se préparait-il exactement? Plusieurs incidents survenus lors de l'opération High Jump sont mentionnés en passant, voire passés sous silence, par l'histoire officielle. Un avion Curtiss Air 4D, avec à son bord 3 membres d'équipage, Frederick Williams, Maxwell Lopez et Ward Wall, a disparu au-dessus de l'Antarctique le 30 décembre 1946. La cause officielle, une erreur de navigation et les conditions météorologiques. L'épave a été retrouvée des semaines plus tard, bien au-delà de la route prévue pour l'appareil. Aucune enquête publique n'a jamais été menée pour comprendre les raisons de cet écart. Ce n'est pas une hypothèse, c'est un fait avéré, consigné dans les archives de la marine américaine. Par ailleurs, plusieurs membres de l'expédition ont décrit dans des lettres privées et des journaux intimes des défaillances de matériel dans certaines zones, défaillances qu'ils ne pouvaient expliquer et qui ne figurent nulle part dans les rapports officiels. Je m'abstiens volontairement de citer des sources sans documentation primaire vérifiée, car les témoignages non vérifiés sont précisément ce qui discrédite tout le reste. Mais voici ce que je peux affirmer avec certitude. Durant ces 2 mois, un événement a poussé le commandement à se retirer. Une décision si irrévocable qu'une flotte équipée pour 6 mois a fait demi-tour après seulement 8 semaines. Aucune explication, aucune expédition de remplacement. Je suis simplement rentré. Ce qui s'est passé après le retour de High Jump est, à mon avis, plus significatif que l'expédition elle-même. Le silence est devenu structurel. Le rapport opérationnel complet n'a jamais été rendu public. Une partie des photographies aériennes a été déclassifiée des décennies plus tard, mais avec des omissions que les procédures de sécurité nationale habituelles ne permettent pas d'expliquer. L'ICE n'est pas un secret d'État. Les côtes ne sont pas un secret d'État, ce qui, précisément, devait être retiré de ces images, n'a jamais été officiellement précisé. Byrd lui-même est retourné en Antarctique une dernière fois. Opération Grand Froid, 1955-1956. Il décède en avril 1957. Cause officielle, insuffisance cardiaque. Il avait 68 ans. Ses proches le décrivent comme quelqu'un de renfermé, réticent à apparaître en public et peu enclin à parler de son expérience en Antarctique. Je ne dis pas que ces éléments sont liés. Je souligne un point plus simple. L'homme qui a passé plus de temps en Antarctique que tout autre Américain de son époque est mort sans laisser le moindre mémoire, la moindre interview, le moindre mot public sur ce qu'il y a vu. Pour quelqu'un de son envergure, ce n'est pas de la modestie. Voilà une décision. 2 ans après la mort de Byrd, 12 nations ont signé le traité sur l'Antarctique. Parmi elles, les États-Unis, l'Union soviétique, le Royaume-Uni, la France, l'Australie, l'Argentine et le Chili. Des nations au cœur de l'un des bras de fer géopolitiques les plus intenses de l'histoire. Les États-Unis et l'URSS pointaient l'arme nucléaire l'un vers l'autre. Les négociations de Berlin étaient au point mort. La course à l'espace ne faisait que commencer. Pourtant,
En décembre 1959, ils signèrent un document déclarant l'Antarctique zone démilitarisée, interdite à l'extraction de ressources, fermée à toute revendication territoriale, ouverte uniquement aux activités scientifiques supervisées internationalement. Ce traité fut formellement élaboré durant l'année géophysique internationale de 1957-1958. C'est exact. Mais voici un point important à noter. L'année géophysique internationale, AGI, a été proclamée en 1955, 2 ans avant la mort de Byrd, 1 an avant sa dernière expédition en Antarctique. La chronologie est sans équivoque, du saut en hauteur à la cryogénisation jusqu'au traité, une chronologie trop précise pour être considérée comme une simple coïncidence. Depuis, le traité s'est étendu. Aujourd'hui, il compte plus de 50 signataires. Aucun pays ne l'a publiquement violé. Aucun ne s'en est retiré. À une époque où les nations sont incapables de s'entendre sur quoi que ce soit, cet accord a tenu pendant plus de 60 ans sans aucune violation grave. Quelle découverte engendre un consensus aussi durable? J'aimerais aborder un sujet concret, car nous disposons désormais de données que Byrd n'a jamais eues. Le BedMap Project, une initiative internationale utilisant le radar pour cartographier le terrain sous-glaciaire de l'Antarctique, a permis d'obtenir une image détaillée de l'aspect du continent sous la glace. Ce que cela a révélé était à la fois une réponse et une nouvelle question. Montagnes, vallées, des lacs, des réseaux fluviaux entiers, un continent enfoui sous des kilomètres de glace, avec un paysage qui, dans un climat nettement plus chaud, aurait parfaitement pu abriter la vie. La paléoclimatologie le confirme. L'Antarctique était nettement plus chaud dans un passé géologiquement récent. Ce n'est pas une théorie. C'est un consensus scientifique. Le débat porte uniquement sur les dates. Et c'est là que les données soulèvent une question que la littérature scientifique a tendance à éluder. Non pas parce que cela n'existe pas, mais parce qu'il n'y a pas d'explication satisfaisante. Dans plusieurs régions côtières de l'Antarctique, celles mêmes que les premières expéditions décrivaient comme des sites de formation anormale, les données radar révèlent des structures souterraines dont l'interprétation dans la littérature scientifique publiée demeure étonnamment lacunaire, non classifiée, simplement passée sous silence. Les expéditions ciblées dans ces zones ne sont pas financées. Les études portant spécifiquement sur ces anomalies sont quasi inexistantes. C'est peut-être une question de priorité, mais je vous prie de bien vouloir patienter. Les domaines que la science moderne ignore sont les mêmes que ceux dont Byrd n'a pas parlé. Je veux revenir aux gens, car dans une histoire comme celle-ci, on est tenté de se perdre dans les traités, les données et les archives, et de perdre de vue ce qui la rend véritablement inexplicable. Ce n'est pas une histoire d'institution. C'est l'histoire de ce qui arrive aux gens qui sont témoins de quelque chose. Byrd n'était pas seul dans ce cas. Au cours des premières expéditions antarctiques, non seulement High Jump, mais aussi celles qui l'ont précédé, on constate un taux anormalement élevé de ce que les médecins de l'époque appelaient la folie polaire, un diagnostic vague englobant des troubles allant de la dépression aux crises hallucinatoires aiguës. Plusieurs de ces hommes ont décrit, dans des lettres privées adressées à leur famille et non dans des rapports officiels, des phénomènes dont ils avaient été témoins et qu'ils ne pouvaient expliquer. La plupart de ces lettres n'ont jamais été publiées. Les quelques témoignages parus dans des revues aujourd'hui disparues, je ne prétends pas qu'ils aient tous vu la même chose. Je dis simplement ceci. Lorsque suffisamment de personnes, indépendamment les unes des autres, à différentes époques, reviennent du même endroit et ne peuvent ou ne veulent pas décrire ce qu'elles y ont vu, il ne s'agit plus d'une coïncidence. Cela devient une tendance. Et une tendance, ce sont des données. Je veux en finir non pas là où nous avons commencé, mais là où tout cela nous mène. La disproportion qui ouvre cette vidéo n'est pas qu'un chiffre étrange dans des archives militaires. Elle esquisse une réponse à une question que personne n'a officiellement posée. On n'envoie pas 400-700 personnes cartographier la glace. On n'annule pas le départ de 13 navires prématurément à cause du mauvais temps. Les amiraux décorés du Congrès ne se taisent pas indéfiniment par modestie.
et 12 pays en guerre ne s'accordent pas pour paralyser un continent entier sans une raison qui surpasse tout ce qui les divise. Il y a une raison. Elle est cohérente. Cela va des premières expéditions des années 1840 que nous avons abordées dans l'épisode précédent, en passant par le saut en hauteur, le traité de 1959, les photographies aériennes expurgées et les anomalies des cartes géologiques que la communauté scientifique préfère ignorer. Il ne s'agit pas de données isolées, mais d'une structure unique qui s'étend sur toute la durée de l'histoire. Une structure qui, chaque fois qu'on s'en approche suffisamment pour l'examiner, réagit de la même manière, par le silence. Si cette question vous hante comme elle m'hante, écrivez à ce sujet. Ici, la divergence d'opinion est tout aussi précieuse que l'accord. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Le prochain épisode, je ne peux que le préciser, ne portera pas sur ce qui se cache sous la glace. Il s'agit de savoir qui se trouve là-bas en ce moment et pourquoi cela se produit à ce moment précis.